Je n'ai jamais cru à rien qui dépasse ce que l'on peut voir, toucher ou prouver. Pourtant, cette nuit-là, à Berlin, à l'automne 2012, a mis en pièces le fragile confort rationnel sur lequel j'avais bâti toute ma vie. Mon compagnon, Lucas, et moi avions organisé ce voyage comme une simple parenthèse hors du quotidien. Des vols bon marché depuis Bruxelles, un appartement loué à Friedrichshain et de longues nuits aérées dans la ville. Berlin, à cette époque, était une cité en pleine mutation. Les murs couverts de graffitis d'anciennes usines abandonnées côtoyaient des clubs noyés de néon, des grues de chantier dominaient les rues en reconstruction et le grondement des tramways résonnait jusque tard dans la nuit. Tout a commencé dès la première nuit. L'appartement que nous avions loué était un loft reconverti sur la Boxhagener Straße, dans un immeuble qui avait autrefois abrité une usine de couture, avant que des investisseurs n'en arrachent l'âme pour la découper en location bon marché destinée aux touristes. La cage d'escalier sentait légèrement le moisi, et l'ascenseur était perpétuellement en panne, nous obligeant à monter 4 étages avec nos bagages. Sur les photos, le logement semblait correct, murs blanchis à la chaux, mobilier Ikea minimaliste, une immense fenêtre donnant sur la rue. Mais une fois sur place, quelque chose sonnait faux. L'endroit paraissait creux, inachevé, comme s'il n'avait jamais été conçu pour être habité. Je défaisais rapidement ma valise pendant que Lucas sortait acheter de la bière dans un Spetty. J'ai décidé de prendre une douche. La lumière de la salle de bain s'est mise à vaciller lorsque j'ai refermé la porte. Pas comme une ampoule défectueuse, mais par à coups secs et nerveux, comme si quelqu'un jouait volontairement avec l'interrupteur. Le bruit de l'eau remplissait la pièce, mais en dessous, j'ai perçu autre chose, un martèlement sourd et régulier. Ce n'étaient pas les tuyaux, le rythme était trop irrégulier. J'ai coupé l'eau, le bruit n'a pas cessé. J'ai collé l'oreille contre le carrelage et j'ai compris, cela venait de l'autre côté du mur, de la chambre. Quand je suis sortie, encore dégoulinante et le cœur serré, Lucas venait juste de rentrer. Il a lancé 2 bouteilles de Berliner Pilsner sur la table, puis s'est figé en plein mouvement. J'ai suivi son regard. La porte de la chambre était grande ouverte. Nous l'avions laissée fermée. La fenêtre aussi était ouverte, les rideaux frémissant alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent dehors. Nous n'avons rien dit. C'était inutile. Nous savions tous les deux qu'aucun de nous n'avait ouvert cette fenêtre. À partir de cet instant, le voyage n'avait plus rien de vacances. La deuxième nuit fut pire encore. Nous avions passé la journée à traverser la ville, d'Alexanderplatz à l'île au musée, parmi les rues pleines de touristes et d'étudiants à vélo, mais l'angoisse ne me quittait pas. Je surprenais Lucas à regarder sans cesse par-dessus son épaule et j'avais constamment l'impression que quelqu'un nous suivait. Lorsque nous sommes rentrés à l'appartement, le ciel était d'un gris terne et les réverbères venaient de s'allumer. Nous étions épuisés, mais le logement refusait de nous laisser nous reposer. Dès que nous avons franchi la porte, la température nous a semblé anormale, plus chaude qu'à l'extérieur, mais lourde, étouffante, comme si l'on respirait à travers un tissu humide. L'air avait une odeur métallique, vaguement rouillée, ou sanguine. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec une pression écrasante sur la poitrine, comme si quelqu'un était assis sur moi. Mes yeux se sont ouverts brusquement, et l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose accroupi au pied du lit. Ce n'était ni une ombre, ni un jeu d'obscurité. C'était plus sombre que la pièce elle-même, une masse noire compacte, vaguement humanoïde, mais aux membres trop longs, trop anguleux, tordus de façon impossible. La tête s'inclinait par saccades, comme un prédateur choisissant le moment d'attaquer. Mon corps refusait de bouger. Mes poumons aspiraient l'air sans jamais se remplir. J'ai voulu crier le nom de Lucas, mais ma voix m'avait été arrachée. Puis, en une seconde d'une violence absolue, la chose s'est jetée en avant et a disparu. Je me suis redressée d'un coup, haletante, capable enfin de respirer. Lucas était déjà réveillé, le front ruisselant de sueur, les yeux fixés sur le même coin de la pièce. Il n'avait pas besoin de me dire qu'il l'avait vu lui aussi. À partir de là, peu importait où nous allions dans Berlin, la présence nous suivait. Dans le métro, au fond des tunnels résonnants, je la sentais derrière moi, effleurant ma nuque. Dans les bars bondés d'Oranienstrasse, je l'apercevais dans les miroirs, toujours juste hors de portée. La nuit, elle rentrait avec nous à l'appartement, chaque fois plus forte, se nourrissant de la peur qu'elle semait. La troisième nuit, elle a cessé de se cacher. Nous étions assis à la petite table, près de la fenêtre,
mangeant des kebabs bon marché et buvant. Nous étions tous les deux à bout de nerfs, privés de sommeil. C'est alors que le bruit a commencé, des ongles raclant les murs, lentement, méthodiquement, faisant le tour de la pièce. Le plâtre vibrait sous ce grattement, comme des griffes s'acharnant sur le béton. Lucas a abattu sa bouteille sur la table, le verre a explosé sur le sol. Aucun de nous n'a bougé. Le son ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur même des murs. Le plafonnier s'est mis à clignoter violemment, plongeant la pièce dans une succession d'éclairs stroboscopiques. Entre les éclats de lumière et d'ombre, je l'ai revu, debout juste à côté de Lucas, une main tendue vers lui. Ses doigts étaient démesurément longs, recourbés à l'extrémité comme des crochets. Lucas a sursauté, sa chaise s'est renversée et j'ai reculé en catastrophe, heurtant le radiateur. La silhouette s'est dissoute dans l'obscurité, mais l'air est resté chargé de sa présence, hostile, électrique. Nous n'avons pas dormi. Nous n'en étions pas capables. Nous sommes restés assis par terre jusqu'au lever du jour, à écouter chaque craquement de l'immeuble, chaque gémissement des canalisations, en attendant le prochain assaut. Le 4e jour, Lucas voulait partir. Mais pour aller où? L'appartement était déjà payé. Notre vol retour n'était prévu qu'en fin de semaine, et notre budget était serré. Surtout, au fond de moi, je savais que cela ne changerait rien. La chose n'était pas liée à cet endroit. Elle s'était accrochée à nous. Cette nuit-là fut une terreur à l'état pur. Je me suis réveillée à 3h12. Cette heure s'est gravée dans ma mémoire parce que le réveil posé près du lit s'y était figé, ses chiffres tremblotants. La pièce était plongée dans une obscurité totale, une noirceur qui avale tout. Puis le bruit est venu. Une respiration. Pas la mienne, pas celle de Lucas. Une inspiration profonde, gutturale, traînant dans la pièce. Elle s'est rapprochée, râpeuse, comme une chose immense plaquant son visage contre mon oreille. Je sentais l'air se déplacer à chaque souffle, chaud, putride. Les draps se sont tendus sur mon corps, pas comme s'ils glissaient ou s'en mêlaient, comme si quelqu'un les tirait violemment vers le bas. Je me suis débattue, mais mon corps était cloué, les bras plaqués contre le matelas. À côté de moi, Lucas gémissait, se tordant, son souffle haché comme s'il se noyait. J'ai aperçu son visage dans la faible lueur d'un lampadaire, lèvres livides, poitrine écrasée par une force invisible. Puis il y a eu le murmure. Pas des mots compréhensibles, pas une langue connue, mais des sons gutturaux, animaux, qui s'insinuaient directement dans mon esprit. Ce n'était pas une hallucination. Lucas l'entendait aussi. Ses yeux se sont ouverts en grand et j'y ai vu la même terreur absolue. Et soudain, tout s'est arrêté. L'air s'est figé. Les draps sont retombés. La respiration s'est évanouie. Je suis sortie du lit en titubant et j'ai allumé la lumière, qui a mis un long moment à s'allumer faiblement. Lucas s'est redressé, tremblant, sa chemise collée à son corps par la sueur. Aucun de nous n'a parlé. Nous sommes restés là, sous cette lumière vacillante, à fixer les murs, attendant son retour. Il n'est jamais revenu, pas dans cet appartement. Mais ce genre d'expérience ne s'achève pas quand on s'en va. De retour à Bruxelles, des semaines plus tard, je surprenais encore des ombres se plier de travers dans les coins des pièces. Lucas a fini par avouer qu'il se réveillait toujours la nuit, avec une pression sur la poitrine. Quoi que ce fût, à Berlin, cela ne nous avait pas lâchés. Et peut-être que cela ne le fera jamais.